La légende du P-51 Mustang est celle d'un sauveur, l'avion qui a brisé la Luftwaffe et sécurisé le ciel d'Europe. Cette version est exacte, mais elle reste incomplète. La victoire dans les airs n'était pas la fin du calvaire pour les pilotes. C'était le début de la phase la plus sombre. Près de 80% des Mustangs perdus pendant le conflit n'ont jamais croisé la route d'un chasseur ennemi. La menace venait d'ailleurs, un danger invisible dans les rapports de combat classiques. Pour comprendre ce sacrifice, il faut remonter à la genèse d'une doctrine obsédée par le souvenir de 1917. L'état-major américain craignait une répétition de la Grande Guerre. Les tranchées, la boue, le massacre systématique de l'infanterie. L'aviation devait être la solution chirurgicale pour éviter cette boucherie au sol. Le général Haywood Hensel l'affirmait. La précision aérienne rendrait les campagnes terrestres obsolètes. Une victoire sans sang, ou presque. À cette époque, les chasseurs et les bombardiers appartenaient à deux mondes hermétiques. L'armée américaine utilisait encore le terme d'appareil de poursuite. Leur rôle était strictement défensif. Intercepter des intrus au-dessus du territoire national, rien de plus. Les bombardiers lourds incarnaient l'offensive pure, des flottes entières capables de frapper au cœur de l'industrie ennemie. Les théoriciens de l'Air Corps pariaient sur une autonomie totale de ces forteresses volantes, une foi absolue dans la technologie pour court-circuiter l'horreur des tranchées. L'état-major croyait fermement que le bombardier passerait toujours. 8% de pertes par mission. Au printemps 1943, ce chiffre devient le verdict de la stratégie américaine. La doctrine de l'autodéfense s'effondre dans le ciel du Reich. Les carcasses brûlées de B-16 jonchent désormais les campagnes allemandes. L'état-major exigeait 25 missions pour terminer un tour de combat. La réalité mathématique était plus sombre. L'espérance de vie moyenne d'un bombardier chute à 11 sorties. Le taux de survie n'est plus que de 14%. 14% de chances de rentrer à la maison. Dans les chambrées, l'impact est visuel. Le matin, 10 aviateurs occupent les lits. Quelques semaines plus tard, il n'en reste que 2. Dans les messes, le silence remplace le fracas des conversations. On ne dresse plus les tables pour les absents. La semaine noire d'octobre 1943 scelle le destin de cette flotte. 2/3 des forteresses volantes envoyées au cœur de l'Allemagne ne reviennent pas ou finissent à la casse. Les rapports comptabilisent des centaines de morts et de prisonniers en quelques jours. À ce rythme, l'Air Force devait reconstituer l'intégralité de ses effectifs tous les 3 mois. Les pertes massives reposaient sur un mensonge technique fondamental. La doctrine de 1937 se brisait contre la réalité de 1943. L'état-major américain refuse la stratégie britannique des bombardements nocturnes. Trop imprécis, trop aveugle. Il parie sur une technologie, le viseur Norden. Cet appareil devait garantir une précision chirurgicale depuis la haute altitude. Mais la précision exige le jour, et le jour appartient à la chasse allemande. Combien de temps une doctrine de bureau peut-elle tenir ? Jusqu'à l'été 1943. Les planificateurs ignorent l'idée d'un chasseur d'escorte à long rayon d'action. Ils jugent la chose techniquement irréalisable. À la place, ils lancent le B-17 Flying Fortress. 13 mitrailleuses de calibre 50 hérissent chaque appareil. La théorie est simple. En formation serrée, ces forteresses créent un mur de feu impénétrable. C'est une erreur de calcul mortelle. 13 canons par avion ne suffisent pas à saturer l'espace face à des attaques coordonnées. La densité de feu est une illusion mathématique. En juillet et août, la théorie s'effondre. Des carcasses d'acier calciné jonchent désormais les champs de la campagne allemande. Le métal tordu fume encore dans les vergers de Schweinfurt et de Ratisbonne. Chaque épave confirme le naufrage du concept de l'autodéfense. Thought. Les pertes transforment la stratégie en une équation mathématique impossible. Au rythme de l'été 1943, l'état-major doit reconstruire l'intégralité de sa flotte de bombardiers tous les 3 mois. La solution théorique tient en 2 mots, escorte rapprochée. Mais la géographie impose sa propre loi. Le pilote du P-47 Thunderbolt vérifie son cadran de carburant. 305 gallons dans les réservoirs internes, une masse énorme. Pourtant, le moteur radial Pratt & Whitney dévore 100 gallons par heure en régime de combat. Le calcul est sans appel. Le rayon d'action stagne à 165 000 nautiques. C'est une limite physique absurde. 165 000, c'est à peine de quoi atteindre la banlieue de Paris. Pour les équipages des B-17, c'est l'annonce d'une condamnation. Pourquoi ne pas simplement voler plus loin ? La physique s'y oppose. Les réservoirs largables de 75 gallons ajoutent une marge dérisoire.
Il porte la portée d'escorte à 250 000. Le ciel se sépare alors en deux zones, une zone de survie et une zone de mort. À la frontière ouest de l'Allemagne, les pilotes de Thunderbolt et de P-38 Lightning atteignent leurs limites critiques. Ils voient les forteresses s'enfoncer seules vers Berlin. Les chasseurs américains amorcent alors leur virage vers l'Angleterre. Le problème ne résidait pas dans le volume des réservoirs, il résidait dans l'appétit féroce des moteurs. Pourquoi ne pas simplement suspendre des réservoirs plus grands? Le moteur les vidait plus vite qu'il ne pouvait compenser la distance. À chaque ravitaillement, l'odeur âcre de l'essence d'aviation imprégnait le tarmac. 100 gallons, c'est ce qu'un P-47 Thunderbolt dévorait en une seule heure de vol. Le calcul est une sentence de mort. Pour couvrir 600 000 jusqu'à Berlin, le Thunderbolt brûle environ 260 gallons, une consommation de citernes volantes. À titre de comparaison, le Mustang n'a besoin que de 108 gallons pour la même distance. L'efficacité thermique devient une arme stratégique. En 1943, le chasseur capable de sauver les bombardiers est déjà jugé supérieur aux autres, alors qu'il n'existe pas encore sous sa forme définitive. La solution au massacre de 1943 ne se trouvait pas dans les usines du présent. Elle dormait dans les archives d'un contrat improvisé 3 ans plus tôt. 1940, la Grande-Bretagne manque d'air. Ces usines ne suffisent plus à freiner la Luftwaffe. Londres se tourne vers l'Amérique. La cible, North American Aviation. La mission, produire le P-40 Warhawk sous licence. Le Warhawk est déjà une relique. North American refuse de copier un échec. La direction propose un pari industriel insensé. Concevoir et construire un chasseur entièrement nouveau, plus rapide, plus moderne. Quel était le délai imposé par les Britanniques? Moins de 120 jours. C'est le temps nécessaire pour réorganiser une chaîne de montage existante. North American promet un avion inédit dans le même intervalle, 102 jours. C'est la durée totale entre le premier trait de crayon et la sortie d'usine. Moins de temps qu'un seul semestre universitaire. La cellule est une révolution aérodynamique. La traînée est divisée par 2 par rapport aux standards de l'époque. Le fuselage fend l'air avec une efficacité chirurgicale. L'appareil dépasse tous ses concurrents à puissance égale. Pourtant, le châssis cache une faiblesse stratégique majeure. North American livre le prototype équipé du moteur Allison. L'achat de 320 appareils s'avère une impasse stratégique. Le châssis est une réussite, mais son cœur est un échec. North American équipe le prototype du moteur Allison à refroidissement liquide. À basse altitude, le compresseur fonctionne à plein régime. L'air est dense, le moteur délivre ses 1000 chevaux sans faiblir. Mais la guerre des bombardiers se gagne dans la stratosphère. Dès que l'appareil dépasse 6000 mètres, la physique condamne la mission. L'air se raréfie, la puissance chute brutalement. Au-dessus de 20 000 pieds, le Mustang s'essouffle. Il devient une proie facile pour les chasseurs de la Luftwaffe. Ce plafond technique trace une frontière géopolitique invisible. En dessous, les Alliés dominent. Au-dessus, le Reich reste intouchable. Les premiers exemplaires arrivent en Angleterre pour des tâches secondaires. Mission de reconnaissance. Attaque au sol à basse altitude. L'avion peut atteindre des cibles en Allemagne, mais seulement en rasant les toits. Pour l'escorte des forteresses volantes, le Mustang est inutile. Son potentiel reste prisonnier d'un moteur plafonné. 40 000 pieds, 433 000 par heure. Le plafond de verre de la guerre aérienne vient d'éclater. La solution ne venait pas des bureaux d'études de Californie, mais d'une usine britannique. Les ingénieurs greffent le moteur Merlin de Rolls-Royce sur la cellule du Mustang. Ils installent un compresseur à 2 étages. Ils fixent une hélice à 4 pales. Les techniciens connectent les durites. Les fixations du bâtimoteur s'ajustent. Le capot se referme sur une nouvelle réalité industrielle. Le contraste est brutal. À haute altitude, le moteur Allison s'étouffait. Sa puissance s'effondrait dans l'air raréfié. Le Merlin, lui, respire. Le sifflement régulier du compresseur remplace le râle du moteur américain. L'Atlantique ne sépare plus les deux puissances, il les unit. Les États-Unis lancent la production du Merlin sous licence sur leur propre sol. La fusion des 2 bases industrielles crée une arme hybride sans équivalent. Le Mustang change de carrure. Il emporte d'abord 4, puis 6 mitrailleuses de calibre 50. Dans les soutes à munitions, 1880 cartouches. Un déluge d'acier,
prêts à être déversés depuis la stratosphère. La visibilité change aussi. Les anciens cadres métalliques disparaissent. La verrière en bulle offre aux pilotes une vue sur 360 degrés. Les angles morts s'effacent. Le prédateur voit tout. Mais la véritable rupture n'est ni la vue, ni le feu. C'est l'endurance. Les ingénieurs optimisent chaque recoin du fuselage pour stocker le carburant. Le volume de la capacité interne en essence grimpe en flèche. 1000 milles de rayon d'action. Ce chiffre efface les certitudes de la Luftwaffe. Avec le nouveau moteur et les réservoirs largables, la notion de zone de sécurité disparaît de la carte européenne. L'ingénierie transforme la logistique en arme. Le Mustang consomme peu, mais stocke énormément. 2 réservoirs externes de 108 gallons chacun pendent sous les ailes. En plein vol, une fois vide, le pilote actionne un levier. Les réservoirs décrochent. Il tombe dans le vide. L'avion s'allège instantanément pour le combat. La géographie du Reich s'effondre. Le P-47 s'arrêtait ici. Le P-38 allait un peu plus loin. Le P-50B, lui, couvre tout. Berlin est désormais à portée de tir. En novembre 1943, la 354e division de chasse reçoit les premiers exemplaires. L'escorte des bombardiers n'est plus un saut de puce, mais un marathon. Le besoin est total. Leitz Air Force réquisitionne les machines. Le Mustang supplante ses prédécesseurs par la seule force du nombre et de l'endurance. La conversion des unités s'opère dans l'urgence. La bureaucratie cède face à la nécessité du front. Le rythme s'accélère au mépris des procédures. Les pilotes sautent dans des cockpits inconnus. Certains découvrent les commandes pendant la traversée de la Manche. Ils apprennent à piloter le Mustang en route vers l'objectif. Le chaos logistique de 1943 découle directement de l'aveuglement administratif de 1942. À basse altitude, le Mustang domine le ciel anglais. Plus haut, il étouffe. L'appareil dispose d'une cellule aérodynamique exceptionnelle, mais son moteur Allison manque de souffle en altitude. En avril 1942, Ronald Harker change la donne. Ce pilote d'essai chez Rolls-Royce prend les commandes de la version britannique du Mustang. Harker identifie immédiatement le potentiel brut de la machine. Une idée simple émerge, remplacer le moteur d'origine par le Merlin, celui qui équipe déjà les nouveaux Spitfire. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? L'inertie bureaucratique bloque le projet. Les décideurs examinent des mémos et des graphiques de production. Chaque moteur Merlin est déjà réservé. La priorité absolue va à la défense de Londres et aux escadrilles de Spitfire. Les stocks sont vides. Une note de service circule dans les bureaux du ministère. Elle confirme le refus. Aucune unité Merlin n'est disponible pour un avion américain. Les fonctionnaires protègent leur quota. Harker insiste. Il parie sur la fusion de l'ingénierie britannique et du design américain. Malgré les tensions sur les ressources, l'état-major finit par céder et autorise un premier essai technique. Alors que les bureaux signaient les bons de commande des moteurs, les pilotes affrontaient la physique de la stratosphère. La logistique ne tenait pas compte des limites du corps humain. 25 000 pieds d'altitude. La température chute à moins 40 degrés. À l'intérieur du cockpit, l'air devient un ennemi. Les pilotes portent des vestes en peau de mouton et des bottes fourrées. Les gants sont épais, trop épais. Quelle est la valeur de 6 heures dans le ciel ? Moins 40 degrés, un masque à oxygène et une peur viscérale. La dextérité disparaît rapidement. Tenter de basculer un commutateur devient une épreuve de force. Les doigts s'engourdissent sous le cuir. Les mouvements sont lents, entravés par l'équipement lourd dans un espace exigu. Certains hommes n'ont pas passé 24 heures dans cet habitacle avant leur première mission réelle. Ils apprennent à piloter le Mustang en route vers l'objectif. Le briefing commence avant l'aube. On définit la route, le point de ralliement avec les bombardiers et la résistance attendue. Puis vient le décollage en groupe au-dessus de l'Angleterre. La traversée de la Manche marque la fin de la sécurité. Une mission d'escorte dure entre 4 et 6 heures. Chaque minute exige une vigilance absolue. Les yeux oscillent entre les jauges de carburant et l'immensité du ciel. Au-dessus du territoire hostile, le temps s'étire. Les pilotes cherchent des points noirs dans l'azur, scrutant l'horizon pour protéger les forteresses volantes. Le stress est constant. Mai 1944. La Luftwaffe s'effondre en 3 mois. Ce n'est pas une question de courage, mais de bureaucratie. L'état-major américain change les règles du jeu. Jusqu'ici, les chasseurs d'escorte restaient collés aux bombardiers, une laisse courte. Les pilotes allemands attendaient simplement que les réservoirs alliés se vident pour attaquer au retour.
Ce temps est révolu. La nouvelle doctrine impose le free hunt, la chasse libre. Désormais, les Mustangs volent 80 à 160 km en avant des formations. Ils nettoient le ciel avant l'arrivée des forteresses volantes. Le rayon d'action s'étend, la zone de danger pour le Reich explose. Les équipages de bombardiers protestent, ils se sentent nus. Mais les statistiques froides leur donnent tort. Février 1944 marque le tournant. L'opération Big Week commence. L'objectif est simple, détruire les usines d'aviation allemandes pour forcer les chasseurs de la Luftwaffe à décoller. Le commandement allié utilise les usines comme appât. Les Allemands n'ont plus le choix. Ils doivent monter et mourir pour protéger leur ligne de montage. 23 000 tonnes de bombes tombent sur les centres de production en 6 jours. L'artère fémorale est sectionnée. L'inconscience précède l'impact au sol. À cet instant, la Luftwaffe s'enfonce dans une impasse technique de sa propre création. Berlin exige une puissance de feu brute pour stopper les forteresses volantes. Les ingénieurs obéissent. Pourquoi la Luftwaffe a-t-elle délibérément sacrifié la maniabilité de ses chasseurs? Pour abattre un Boeing B-17, il faut frapper vite et fort. Le Messerschmitt Bf-109 reçoit des canons de 20 mm sous les ailes. Le Focke-Wulf 180 va plus loin. Certaines variantes emportent 4 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses lourdes. D'autres montent des pièces de 30 mm ou des roquettes non guidées. Le poids s'accumule. La traînée aérodynamique augmente. Le sifflement fluide des moteurs laisse place à un râle mécanique saturé. À 20 000 pieds, ces anciens scalpels volants se déplacent comme des camions surchargés. La dévastation des bombardiers a un prix, la perte de l'agilité. L'arrivée massive du Mustang transforme ce compromis en désastre géopolitique. Le P-51 surclasse ses machines lourdes à toutes les altitudes supérieures à 6000 mètres. Le pilote allemand engage le combat et tente un virage serré. Une novice allemand grimpe dans le cockpit. Ses mains tremblent. Il a 18 ans. Derrière lui, 75 heures de vol à peine. C'est le temps qu'on lui a laissé pour apprendre à ne pas s'écraser au décollage. Ces machines lourdes et surarmées sont désormais entre les mains de gamins qui savent à peine piloter. La stratégie d'attrition américaine a brisé la colonne vertébrale de la Luftwaffe. En une seule semaine, la Big Week, les Allemands perdent 355 chasseurs. Leurs forces opérationnelles font de moitié. Le Reich tente de colmater les brèches. En 1944, l'Allemagne forme environ 2600 nouveaux pilotes par mois. Les États-Unis en forment 29 000 sur la même année. La disproportion est-elle soutenable? Non. L'écart technique s'efface devant le gouffre pédagogique. Un cadet américain arrive au front avec 300 heures de vol. Le pilote allemand n'en a que 75. Le combat tourne au massacre systématique. Les vétérans de l'USAAF ne chassent plus des guerriers. Ils abattent des cibles d'entraînement. Sur les aérodromes allemands, les réservoirs sont vides. La pénurie de carburant cloue les instructeurs au sol. Les avions neufs sortent encore des usines, mais personne ne peut plus les faire voler correctement. En avril 1945, le ciel appartient exclusivement aux Alliés. La Luftwaffe n'existe plus. Tandis que le Reich s'effondre, la menace principale pour un pilote de Mustang reste la physique de son propre appareil. La domination aérienne a un prix technique invisible depuis le sol. Tout commence par un levier de largage, c'est le point de rupture. Avant d'engager le combat, le pilote doit s'alléger de ses réservoirs externes. Sans ce geste, l'avion reste une cible lourde et sous-manœuvrable. La gestion du carburant impose une discipline de fer. Le réservoir de fuselage doit être consommé en priorité. Plein, il déplace dangereusement le centre de gravité vers l'arrière. L'avion devient instable, il cabre. Les commandes perdent leur précision. Le pilote ressent chaque litre consommé dans ses reins. L'équilibre de la machine change à chaque minute de vol. Une fois les drop tanks largués, le Mustang retrouve son agilité naturelle. C'est une question de survie. Sous les ailes, les 6 mitrailleuses de calibre 50 attendent. Elles offrent une puissance de feu massive, mais exigent une précision chirurgicale. En plein chaos, le pilote doit aligner une cible qui se déplace à 600 km/h. La carlingue vibre, le corps endure les forces gravitationnelles dans une cabine étroite. Les combats ne durent que quelques minutes, ou parfois quelques dizaines de secondes. L'épuisement physique s'accumulait. La fatigue émoussait l'attention des pilotes, mais aussi celle des artilleurs au sol.
Dans le cockpit étroit, à haute altitude, l'oxygène passait par un masque glacé. Le froid mordait les articulations. Après le combat, l'adrénaline chutait brutalement. Le corps s'effondrait. En 1944, la mort devient une routine administrative. Certaines unités perdent plus de la moitié de leurs effectifs en un an. Au milieu de ce chaos, un nom domine, le major George Preddy. 27 victoires aériennes. Il est l'as des as sur Mustang, le pilote le plus redoutable de tout le conflit. Un héros national intouchable dans le ciel. Le jour de Noël 1944, la bataille des Ardennes fait rage. Preddy poursuit un chasseur allemand à basse altitude. Il est lancé à pleine vitesse, focalisé sur sa proie. Au sol, des unités de défense antiaérienne américaines scrutent le ciel gris. Elles voient une silhouette rapide. Elles commettent l'erreur fatale. Le Mustang est confondu avec un avion ennemi. Les artilleurs ouvrent le feu. Des rafales de mitrailleuses de calibre 50 déchirent le fuselage allié. Le métal hurle sous l'impact des balles de ses propres frères d'armes. Une munition traverse la cabine. L'artère fémorale de Preddy est sectionnée net. Le sang inonde le cockpit. Le meilleur pilote de P-51 perd connaissance avant même que son appareil ne percute le relief. 850 km/h. C'est la vitesse du Messerschmitt 262. 160 km/h de plus que le Mustang. George Preddy est mort dans un monde qui n'existe plus. En ce début d'année 1945, l'hélice devient une relique. Un prédateur pur parcourt désormais le ciel. Le Mustang semble immobile. Le Mi-262 ne combat pas, il exécute. Ses 4 canons de 30 mm pulvérisent un bombardier B-17 en quelques secondes. Pour un chasseur d'escorte, l'impact équivaut à une collision avec un mur de béton. Les commandants alliés sont catégoriques. Interdiction d'engager le combat sans un avantage d'altitude écrasant, ou une surprise totale. Pourtant, cette avance technologique cache une fragilité mortelle. Les réacteurs Jumo ne supportent aucune approximation. À basse vitesse, l'accélération est inexistante. Les pilotes alliés observent, ils attendent. La traque se déplace aux abords des bases allemandes. C'est le moment de la descente. Le train d'atterrissage sort. Les turbines sifflent, vulnérables. Le jet ralentit. C'est là, dans cette phase critique, que les Mustangs fondent sur leur proie. Le Troisième Reich possède l'arme absolue, mais il manque de temps. Les usines souterraines livrent les appareils au compte-gouttes. Le carburant manque. Les pilotes expérimentés disparaissent. La supériorité technique ne compense plus l'effondrement logistique d'un empire aux abois. L'ère du jet commence officiellement alors que l'Allemagne n'a plus les moyens de la soutenir. En mai 1945, moins de 300 appareils ont réellement participé au combat.